J'ai participé à un atelier du Grenelle de l'environnement. C'était un atelier intergroupe exclusivement sur les OGM, puisque les OGM empoisonnaient la vie des autres ateliers. Ils ont été sortis dans un atelier séparé. Et donc, pour expliquer en deux mots comment ça fonctionne et quelle est la formule utilisée, puisque c'est la même formule qui est reprise à peu près dans les Grenelles en région, on vous fait discuter. Donc nous, on a eu 3 jours de journée de travail où vous dites ce que vous pensez. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on a demandé, c'était que pour pouvoir débattre sereinement des OGM, il fallait d'abord ne pas autoriser la culture, donc prendre un moratoire immédiatement, et prendre un moratoire au moins pendant l'année 2008 qui nous permettra de discuter toutes les parties concernées et de mettre en place une loi qui nous reconnaît la liberté et le droit de produire et de consommer sans OGM. Donc on a répété ça à nombreux, on était au moins une dizaine ou une douzaine le matin, enfin les trois journées à répéter ces choses-là avant d'aller sur les autres sujets sur lesquels on voulait nous emmener, comme la gouvernance et les outils de la gouvernance. Et à la fin du compte, ces 3 jours, une synthèse est sortie en 1 page, signée simplement du président Jean-François Legrand, sénateur UMP de la Manche, dans lequel il est dit qu'il faut plus de recherche, dans lequel il est dit qu'il faut simplement une loi pour qu'on reconnaisse la liberté de produire et de consommer avec et sans OGM. Avec est apparu à ce moment-là, il n'a pas été du tout prononcé pendant les 3 jours, et en plus il apparaît en premier, comme si la liberté de produire avec devait passer avant celle de produire sans OGM. Donc voilà, tout l'artifice il est là, c'est une opération de communication. On fait venir les associations. À la fin du compte, elles risquent d'apparaître divisées parce que beaucoup d'associations cherchent quand même à devenir les partenaires environnementaux du gouvernement pour essayer peut-être d'infléchir un peu, je dirais sincèrement, d'infléchir la politique dans un sens plutôt en faveur de l'environnement, de la protection de l'environnement. Mais est-ce qu'on peut accepter ce genre de manipulation sans les dénoncer? Le fait même qu'en région, on ait supprimé la problématique OGM en la remettant comme l'un des problèmes annexes de l'agriculture, c'est pas seulement un problème agricole, c'est un problème général, c'est un problème aussi qui s'adresse à la biodiversité, à la biodiversité cultivée, mais la biodiversité sauvage aussi. Ça concerne tout un tas de filières de qualité, donc il y a beaucoup de choses à débattre. Et les Grenelles n'ont pas été tenues, j'imagine, volontairement dans les zones occupées par les cultures OGM massivement, à savoir l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et quand on vient en Aquitaine, on vient en Dordogne, qui est le département qui a le moins de culture OGM en Aquitaine. Il y en a peut-être une 40aine d'hectares déclarés. Et en plus, on sort la problématique OGM, on la dilue dans les autres. Alors ce qu'on craint, c'est que les remarques qui soient faites ici, les discussions et les synthèses qui sont produites ici risquent encore d'affaiblir les synthèses qui sont déjà pourtant partielles, voire fausses, au niveau national, sous la pression des lobbies qui sont représentés toujours partout et toujours invités, alors même qu'ici c'est quand même assez difficile d'avoir une place pour les autres associations environnementales. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour dénoncer ce marché de dupes et cette politique de la communication qui masque une politique de la désintégration de l'environnement majeure. Bien, moi je suis tout simplement apiculteur professionnel et sans être a priori contre tous les OGM, je suis tout à fait contre le maïs Monsanto 810 qui produit son propre insecticide et dont jusqu'à présent on n'a pas évalué l'impact sur l'abeille. Voilà ma raison de cette hostilité à ce maïs. J'ai participé à l'expérimentation menée tant en 2006 qu'en 2007 sur le département du Lot-et-Garonne, puis en 2007 étendue également au département des Pyrénées-Atlantiques. Nous avons démontré que l'abeille était présente de façon massive sur le maïs, alors que jusqu'à présent la filière maïs ne voulait pas le reconnaître. Nous avons parfois des échantillons de pollen globaux qui contiennent pour 85% du pollen de maïs. Et forcément, du pollen de maïs provenant des parcelles OGM, nous avons une pollution des échantillons de pollen récoltés qui varie entre 5% et plus de 40%. Nous sommes en présence d'un produit qui est jusqu'à présent interdit à la consommation humaine. Et là, dans ce cadre-là, ce pollen devient totalement invendable. Considérant le miel, c'est tout à fait différent. Le maïs ne produit pas de miel. On se retrouve avec des quantités infimes de pollen présentes dans le miel. Il n'empêche que pour le consommateur, il y a quand même une atteinte à l'image de marque de nos produits.
Moi, en tant qu'apiculteur, et par là au nom de l'apiculture, je me positionne en victime. Les responsables de cette pollution sont ailleurs. Ce sont les semenciers, les agriculteurs qui utilisent cette technologie et les pouvoirs publics qui se rendent complices d'une contamination. Les pouvoirs publics ont dit dès le départ, il n'y a aucun problème de cohabitation. Si, ça sera les OGM ou les filières de qualité de l'agriculture ou l'apiculture. Ça ne sera pas les deux à la fois. Et nous en faisons la démonstration. On vit dans un pays où il est impossible de parcourir 3 km sans tomber sur un rucher. Ces ruchers, les services vétérinaires en connaissent la position. Il ne faut pas nous dire qu'il y a des zones sans abeilles. Et heureusement, puisque l'abeille, il faut quand même comprendre que quand elle rapporte 1 à l'apiculteur, elle rapporte 20 à 30 à l'agriculture en général. Les agriculteurs qui détruisent l'abeille sont en train de se couper une jambe quelque part. Et c'est tant pis pour eux. Donc dans 3 ans, nous ne savons pas si encore sur le secteur de Bergerac et sur l'ensemble de la Dordogne, nous aurons encore des abeilles pour 3 raisons majeures. La première, c'est aussi le fipronil qui est un pesticide, un insecticide qui a détruit des milliers de colonies, revient. Il est fort à parier que ça affaiblira considérablement de nouveau nos colonies. Se double de ça le risque d'OGM qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui apparaît et qui risque d'entraîner des mortalités de colonies comme aux USA, au Canada, en Espagne, où c'est un produit qui est largement cultivé et où on enregistre des pertes de colonies jusqu'à 80%. C'est lié tout simplement au fait que le maïs BT attaque les cellules de l'intestin, normalement des chenilles, mais on s'aperçoit qu'il rend aussi beaucoup plus sensibles les abeilles à une maladie intestinale qui est la nosémose et qui est actuellement responsable, qui semblerait être responsable d'une très forte quantité d'abeilles donc dans ces 3 pays. Enfin, troisième cause majeure, c'est le frelon asiatique qui nous est arrivé récemment. Et donc si on cumule ces 3 facteurs, ou même 2 simplement de ces facteurs, il est fort à parier que nos abeilles auront beaucoup de mal à s'en tirer. Ce qui voudra dire la perte de culture au niveau départemental des fraises, parce qu'elles ont besoin de pollinisateurs comme les bourdons ou les abeilles, comme le prunier, comme tout l'ensemble des arbres fruitiers, comme le colza, dont on espère pour certains pouvoir faire des carburants verts, comme le tournesol et comme bon nombre de cultures. Voilà. Bonjour, donc je représente l'industrie des semenciers et donc je suis venue au Grenelle de l'environnement notamment pour parler des biotechnologies végétales. Il apparaît très certainement qu'il y a un fort besoin d'information de la part du public concernant les OGM. Ce que l'industrie semencière est venue dire aujourd'hui, c'est que nous étions favorables à un haut conseil en biotechnologie végétale parce qu'il permettra certainement d'accroître la communication auprès du grand public sur ces plantes et également d'accroître l'expertise indépendante également sur ces plantes, sachant qu'elle existe déjà mais elle pourra être renforcée. Ce qu'on a voulu dire aussi ce matin, c'est qu'on était favorable à une loi encadrant la coexistence entre les différents types d'agriculture, mais une loi qui soit basée sur des réalités scientifiques et agronomiques. Sachant que pour notre industrie, tous les types d'agriculture peuvent coexister. Nous pensons que la pérennité et la compétitivité de notre agriculture française passe par cette diversité. Il y a de la place pour le bio, pour le conventionnel et pour une agriculture qui recourt aux plantes biotechnologiques. Enfin, nous sommes favorables, et cela a été dit ce matin également, à un plan de recherche à long terme, à la fois public et privé, justement pour développer ces plantes, pour développer les bénéfices dont elles peuvent être porteuses et également pour continuer les études sur leurs impacts potentiels pour la santé et l'environnement. Donc selon vos détracteurs anti-OGM, eux ils désireraient, ils sont pas contre une expérimentation, mais une expérimentation en milieu fermé. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions ? C'est toute recherche en agronomie et en agriculture suppose de valider en conditions réelles de culture les résultats qui ont pu être mis à jour en laboratoire. Donc toute personne qui fait de l'agriculture sait que donc ces résultats doivent être validés en milieu réel.
les expérimentations OGM aujourd'hui sont nécessaires comme je le disais, pour évaluer les impacts de ces plantes, pour évaluer leur efficacité, leur utilité, et toutes les mesures sont prises, ces essais sont légalement autorisés en fonction de mesures qui sont prises pour assurer qu'il n'y ait absolument aucun risque de dispersion ou de risque pour la santé humaine. Donc, on va dire, pour le moment, la loi est pour vous. Le Grenelle ne peut que vous amener qu'un soutien supplémentaire. Écoutez, il y a des discussions, hein, il y a des personnes qui sont plutôt pour, des personnes qui sont plutôt contre, tous les avis s'expriment, et je pense que c'est ce à quoi sert le Grenelle de l'environnement aujourd'hui. Ce que je peux dire aujourd'hui et qui me semble essentiel, c'est que les plantes biotechnologiques sont porteuses de progrès. Elles constituent un outil parmi d'autres, un outil durable qui peut permettre de répondre aux besoins alimentaires de tous, pour aujourd'hui et pour demain. En Argentine, ils sont pas tous d'accord sur ça. Écoutez, les plantes biotechnologiques se sont développées, sont cultivées et consommées de par le monde sur tous les continents depuis près de 15 ans, et ce sans aucun incident sanitaire ou environnemental avéré scientifiquement. C'est votre débat, on en tiendra évidemment énormément compte. Ce qui serait vraiment bien, c'est de regarder les différentes propositions, les différents programmes, et puis que vous réagissiez. Alors, il y a des sujets locaux immédiats, j'imagine, mais il faut bien sûr en parler. Mais on a vraiment besoin de votre vision globale, certes, vue de là où vous êtes, mais votre vision sur la stratégie globale. Voilà, c'est un grand moment de démocratie. On est dans un pays adulte face à un sujet qui est le défi qu'on sait qu'on a devant nous. Et la situation de la planète n'est pas bonne, et en même temps, si on prend les mesures, il n'y a rien de catastrophique. Il faut les prendre vite, rapidement, et en ayant toujours en tête l'objectif principal, c'est en fait cette phrase la terre, on ne l'hérite pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. C'est pour eux, c'est avec eux qu'on va essayer de bâtir ce grand programme national. Bon débat en tous les cas, merci. J'ai envie de retenir deux petites phrases de ce film. Cet acteur du Grenelle qui disait « J'ai pas envie qu'un jour mon gamin me dise qu'est-ce que t'as fait papa il y a 20 ans ». Un autre qui disait « On peut avancer ensemble et sortir de ces situations traditionnelles de conflit ». Alors avant de lancer les débats, j'aimerais placer cette journée sous la protection, si je puis dire, de quelques déclarations lues ou entendues ces derniers jours. Je ne vais pas être très long. Al Gore, prix Nobel de la paix vendredi dernier. Nous faisons face à une véritable urgence planétaire. La crise du climat n'est pas un sujet politique, c'est un défi moral et spirituel pour l'ensemble de l'humanité. Cette haute autorité, telle qu'elle a été proposée, se composerait d'une part de scientifiques issus de disciplines diverses, disciplines qui permettent d'évaluer les incidences d'organismes génétiquement modifiés sur l'environnement d'une part et sur la santé d'autre part. Cette haute autorité comprendra également, je vais appeler ça un collège d'acteurs de la société civile, associations de protection de la nature, par exemple, je donne des exemples, la liste n'est pas close, consommateurs, etc., qui travailleraient avec les scientifiques et qui se pencheraient, qui donneraient un avis sur l'opportunité ou pas. Je profite comme c'est un débat, je voudrais demander qui dans cette salle est capable de nourrir ses enfants avec des OGM. Vous levez la main. On le fait déjà. Non, mais consciemment. Alors, vous n'êtes pas très nombreux. Alors, je voudrais savoir pourquoi on nous impose des OGM actuellement. Il y a une mesure très simple qui peut être prise par le gouvernement qui est un moratoire. Un moratoire, simplement, vous appliquez la clause de sauvegarde qui prévoit l'article 23 de la Commission européenne. Pour un an, on vous demande pour l'année 2008, arrêtez, suspendez la culture d'OGM en France. On aura le temps de discuter, etc., mais au moins je vous demande ça, s'il vous plaît. L'agriculture a fait depuis 15 ans des efforts très semblables. Et il est systématiquement, il me semble, un peu le bouc émissaire de toutes ces opérations d'environnement. Et dernier point, si vous permettez, pour avoir une image bien dans la tête, quand on va protéger l'environnement, quand on va protéger la biodiversité, on va protéger tous les parasites contre lesquels on va travailler depuis 30 ans à lutter. Qu'est-ce qu'on va faire demain quand tous ces parasites seront présents ?
Ces régions-là ont la nature. Qu'ils sachent la préserver, ce sera la fortune de demain, et même sur le plan économique, parce que certains ne pensent qu'à ça. Je dis aux élus locaux, faites attention, ne détruisez pas la poule aux odeurs. Votre poule aux odeurs, c'est pas des aménagements lourds, polluants, bruyants, malsains, quels qu'ils soient, c'est l'environnement, c'est la qualité de la vie, c'est le cadre de vie, et c'est la biodiversité. Sachons la préserver. Merci. C'est Stéphanie Déco, je représente l'industrie des semenciers. C'est l'intervention qui a été faite par une personne qui s'est présentée comme une faucheuse volontaire. Voilà, madame représente, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame représente Monsanto, elle a le droit de s'exprimer. Non, je représente l'industrie des semenciers. Ah, pardon, sur la liste que j'avais, vous représentiez Monsanto. C'est la raison pour laquelle. D'accord. Allez-y. C'est que les OGM sont souvent taxés d'un déficit d'information. Il ressort de ce Grenelle, me semble-t-il, que les gens se plaignent souvent de ne pas connaître les OGM, de ne pas savoir ce que c'est. Quand j'entends une personne dire on veut un moratoire absolument sur les OGM, moi je voudrais quand même rappeler 2 ou 3 choses aux gens qui sont dans cette salle, et je pense qu'il est important que les Français le sachent. Les OGM sont cultivés et consommés depuis près de 15 ans dans le monde, sans qu'il n'y ait eu aucun incident sanitaire ou environnemental. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'industrie semencière est favorable à la coexistence des cultures. Et que admettre les OGM, laissez-moi parler, admettre les OGM en France, ça n'est pas exclure d'autres modes de production. Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce que ça veut dire coexistence des cultures? Ça veut dire admettre sur le territoire des types de cultures qui répondent à des besoins différents. Il y a de la place pour le bio, pour le conventionnel et pour une agriculture qui appelle, qui recourt au plan biotechnologique ou au GM. Je m'explique. Aujourd'hui, on a quand même un besoin, c'est de produire. On en dit ce qu'on veut, mais on est obligé de produire et de produire plus. Et ça se fera sentir encore plus dans les années à venir. On sait très bien qu'on sera 2 milliards de plus dans 30 ans. On sait très bien qu'on a prévu l'essor de certaines puissances et de certains États, tels que la Chine ou l'Inde, qui génèrent des besoins alimentaires supplémentaires et des changements de pratiques alimentaires, qui engendrent des besoins de culture supplémentaires. Face à ça, qu'est-ce que c'est un OGM? C'est une plante comme une autre. C'est une plante comme une autre. Toujours une bonne information, mais n'écoutez pas les personnes qui les mettent au point. Les ce sont des plantes comme les autres. Simplement, elles ont une particularité, c'est qu'une technologie de pointe a été utilisée en amont pour les mettre au point. On est exactement dans une étape du processus d'amélioration des plantes qui existe depuis la naissance de l'agriculture. Depuis que l'agriculture, on améliore le profil des plantes, le profil génétique des plantes. Simplement, là, la méthodologie utilisée est un peu high-tech. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, juste pour terminer, c'est que, évidemment, qui voudrait d'une plante qui serait utile mais qui ne serait pas sûre, et qui voudrait d'une plante qui serait sûre mais qui ne serait pas utile? Deux réalités. Les OGM sont cultivés sur 100 millions d'hectares par 10 millions d'agriculteurs depuis près de 15 ans sur tous les continents. Je pense que ce serait insulter ces 10 millions d'agriculteurs et les Français qui ont commencé à les adopter depuis 2 ans en France que de penser qu'ils font ça par hasard. Il y a des intérêts à cette technologie et des intérêts environnementaux. Alors, merci madame. Vous avez fini? Oui. Non, mais attendez. Je voudrais simplement rappeler les propositions de l'industrie semencière. Je les propose quand même, les propositions de l'industrie semencière. C'est d'avoir effectivement une haute autorité sur les biotechnologies végétales. Nous sommes les premiers à l'appeler. D'abord pour informer le grand public davantage sur ces plantes. Deuxièmement pour conforter l'expertise publique indépendante qui est faite sur ces plantes. C'est également insulter la communauté scientifique internationale et notamment l'AFSA, l'EFSA et la CGB que de penser que ces gens-là sont payés par l'industrie pour donner leurs avis sur les études qui sont faites par l'industriel. L'expertise d'aujourd'hui, elle n'a pas honte d'elle-même, je pense qu'elle n'a pas à avoir honte. Et enfin, on appelle à un plan à long terme de recherche qui associe public et privé, justement pour avancer dans ce domaine et ne pas voir notre recherche décliner dans ce domaine. Parce qu'à force de priver les agriculteurs français des moyens de production qui peuvent leur être utiles, bien utilisés, eh bien on finira par devoir importer notre alimentation. Merci.
personne ne peut ignorer l'urgence écologique. Si on avait des doutes, s'il y avait encore quelques révisionnistes pour essayer de nier le réchauffement climatique, je crois que maintenant c'est fini. Donc on est vraiment là, au pied du mur. Et ce que je constate, c'est que par rapport justement à cet énorme chantier, on est encore sur parfois des réflexes de boutiquier, quand il faudrait tous se mettre ensemble pour essayer de sauver la maison de terre. Et quand j'entends Jacques Attali aujourd'hui nous donner comme préconisation pour préserver la croissance, il faut supprimer le principe de précaution et développer les supermarchés qui finalement sont les temples de la consommation, où toutes les voitures se concentrent, je suis extrêmement inquiet sur l'avenir. Alors aujourd'hui, l'enjeu est très clair. Est-ce que ce Grenelle de l'environnement va véritablement être à la hauteur des enjeux? Ou est-ce que finalement, alors que maintenant tout le monde sait, ou est-ce que finalement ça va se terminer par une souris, la montagne qui accouche d'une souris, auquel cas finalement, non seulement nous serions en face d'une escroquerie politique, mais finalement d'une espèce de crime contre l'humanité avec préméditation. D'abord, je vous fais un scoop, je vous donne un scoop. On a trouvé les 50 hectares d'OGM en Dordogne. On ne les a pas fauchés parce qu'on avait décidé de ne plus faucher les champs des commerciaux des agriculteurs, parce que notre ennemi, ce n'est pas l'agriculteur. Je suis désolé d'employer le terme ennemi, mais l'expérience me force à prononcer le mot. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que cet agriculteur travaille pour les jambons de Bayonne. Il nourrit des animaux avec ses OGM pour les jambons de Bayonne. Il semblerait qu'un certain nombre d'agriculteurs qui travaillent pour des labels font des OGM depuis plusieurs années en Dordogne, en sens en doutait. Maintenant, on en a pratiquement confirmation. Ça, c'est le coup. Ensuite, sur le débat, pour en parler, je me souviens que dans mon atelier, on a parlé d'expertise. Effectivement, le problème de l'expertise est très important. Il me semblait que la majorité des gens étaient d'accord pour reconnaître le fait que pour que l'expertise soit digne de foi, il faudrait qu'elle soit contradictoire. Je me souviens quand même que la CLIRAD avait raison contre les experts officiels à propos d'un certain nuage. Donc je crois que c'est quand même une notion qu'il faudra conserver. On parlait aussi de l'information du public. Il se trouve que nous, les faucheurs volontaires, on se met à la limite de la loi parce qu'on a un problème avec la démocratie. La démocratie ne s'exprime pas. Il faudrait quand même que la population puisse être en capacité de se prononcer sur des sujets de société. Il y a les OGM, il y a les nanotechnologies qui arrivent, et l'information du public est extrêmement importante. Il se trouve qu'en matière d'OGM, c'est l'opacité complète. J'ai rien contre la jeune femme qui parlait tout à l'heure, j'ai discuté avec elle pendant mon atelier, mais si on me prouvait demain que les OGM sont bons, je cesserai immédiatement de lutter contre les OGM. Or, on ne me l'a pas prouvé, parce que chaque fois qu'on veut mettre des éléments en place, on n'a jamais la contradiction de scientifiques qui sont pro-OGM. Nous, on a des scientifiques qui sont anti-OGM, qui sont des scientifiques dignes de foi. Le problème, c'est qu'on est en train de les marginaliser. Je voudrais quand même vous parler de Christian Bellot, qui est professeur, qui est maître de conférence à Paris 3 ou Paris 8, mais moi je ne suis pas très au courant de l'endroit où il exerce. On est en train de le fiche dehors, parce que c'est quelqu'un qui fait des OGM tous les jours dans ses laboratoires, qui fait des OGM pour la recherche fondamentale, et aussi qui servent notamment pour la recherche des médicaments. Ce type-là, on est en train de le fiche dehors, parce qu'il se permet d'être contre les OGM. J'aimerais qu'en France, on puisse travailler dans la démocratie, qu'effectivement on puisse avoir des débats respectueux les uns des autres, mais surtout, que les citoyens aient effectivement le même poids que les lobbies de l'agroalimentaire, par exemple. J'aimerais vous parler aussi c'est un analyse qui pose des problèmes sur la santé. Il a fallu que Greenpeace aille en justice en Allemagne pour qu'on ait les résultats des études faites par Monsanto. Donc, ça veut dire, l'intervention de ce monsieur veut dire que lorsqu'on ne connaît pas un domaine, on n'a rien à dire et le citoyen a juste à se taire. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens possèdent la connaissance et le pouvoir, et les autres ont juste à se taire. Et là, c'est le problème. C'est contre ça qu'on n'est pas d'accord avec ça. Là, par ici, vous souhaitez s'exprimer qui n'ont pas encore pris la parole.
milliers de maires, j'ai eu à faire face à ce problème. Comme l'autorise le pouvoir de police du maire, après en avoir délibéré en conseil municipal, et à sa demande unanime, en référence au principe de précaution inscrit dans la Constitution, et à l'incontestable vide juridique concernant les conséquences de la pollution génétique, j'ai pris des arrêtés interdisant la culture OGM dans la commune. Plusieurs agriculteurs sont en effet engagés dans les productions de qualité, label rouge, bio, où la présence même de traces de pollution génétique conduit au déclassement de leur production avec toutes les conséquences économiques que cela entraîne. Alors que peuvent être victimes des OGM, leur production, elles, n'ont aucune conséquence sur les voisins. Comme ces milliers de maires, j'ai été sommé 4 fois par le préfet de retirer le dit arrêté. Et comme ceux qui ont refusé, j'ai eu droit par 2 fois au tribunal administratif et une 3e qui est en cours. Et partout, les arrêtés ont été cassés au motif, 1, que ce problème est de la seule compétence de l'État. Or, ce dernier n'a pris aucune disposition de protection, qui plus est en infraction avec la législation européenne depuis plus de 5 ans, et qu'il est lui-même sous la menace de lourdes sanctions financières, forcément sur le dos des contribuables. 2, qu'il n'y a pas... Le deuxième motif qui est invoqué pour casser l'arrêté, c'est qu'il n'y a pas péril imminent. Alors que 3 mois après les semis, il y a dans mon canton 4 parcelles de maïs OGM. Bien sûr, ce n'est pas au semis que la contamination se fait, mais seulement 3 mois après, à la floraison, par le pollen lui-même incontrôlable, car il ne connaît pas les limites de propriété. Quant à la pollution réelle et irrémédiable, elle ne se découvre qu'après la récolte. Il est alors trop tard. Le dégât est fait. M. Borloo, ministre de l'Environnement, ne vient-il pas de reconnaître que la dissémination est incontrôlable? Aucune évaluation, et pour cause, n'a été faite sur les conséquences à long terme, au niveau économique, au niveau de l'environnement et de la santé. Pour ces raisons, aucune assurance ne prend en charge le risque. J'en reviens donc à ma question initiale, alors que la responsabilité des maires récentes cesse mise en cause pour bien souvent des bagatelles, sur une question récurrente comme celle des OGM qui mettent en cause l'existence de ceux qui font un choix autre que celui que veulent imposer les firmes pour leur seul profit, on l'a vu tout à l'heure, devraient faire l'autruche. À quelle sauce vont-ils être mis dans ce Grenelle? Je n'ai pas de réponse pour le moment. Va-t-on encore, comme je viens de l'exprimer, les manipuler comme des marionnettes soumises au pouvoir? Merci. Je suis agriculteur dans les Deux-Sèvres, je représente la Fédération des exploitants dans mon département, entre autres. Je suis un peu déçu d'entendre ce que j'entends, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes là pour créer un consensus, nous sommes là pour nous entendre sur différentes actions sur l'environnement. Notre profession en tant qu'agriculteur, je le dis pour moi, mais je le dis pour mes collègues parce que je suis persuadé qu'un bon nombre de mes collègues pensent comme moi ici, nous avons œuvré toute notre vie, mes parents, mes grands-parents, et ceux qui étaient bien encore avant que je n'ai pas connus, et j'espère bien que mes enfants continueront comme moi, d'œuvrer pour la société. Ça, c'est un fait. Les gens ici n'ont pas les mêmes pensées que moi sur différentes actions, je les comprends, mais j'espérais qu'aujourd'hui nous allions pouvoir discuter de façon constructive. Je pense que ça a été fait dans les groupes de travail ce matin, n'est-ce pas messieurs? C'est une question que je voudrais que vous y répondiez, je pense que c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui nous devrions être là pour nous entendre, la nation française, pas notre région, et je suis assez déçu d'ailleurs d'avoir pu entendre 2 députés parler de leurs petits problèmes. Je voudrais qu'on parle de l'environnement de notre région et de notre France. Alors messieurs qui avez présidé ces groupes, j'aurais une seule réponse, savoir si vous avez vraiment œuvré pour notre environnement avec le groupe de travail de chacun ce matin. C'est la question qu'on devrait tous se poser véritablement. Merci. Monsieur Yves, mais monsieur bon, c'est pas grave. C'est un petit peu ça. Respectez-moi. Monsieur évoquait les parlementaires qui avaient parlé de leur profondeur. On a un parlementaire ici qui se tenait prendre la parole et qui m'a donné un
Alors, monsieur donc je m'appelle Olivier Barrière, je représente Surfrider Foundation aujourd'hui pour la réunion régionale du Grenelle de l'environnement. Donc nous en fait on est venu ici revendiquer un petit manque de propositions au niveau de tout ce qui est problématique littorale, protection des zones côtières et tout ce qui est mer, océan. Donc en fait on se rend compte aujourd'hui que les problèmes littoraux en général ont été peu traités dans le Grenelle de l'environnement. On sait que le littoral français doit faire face à une pression démographique qui ne cesse d'augmenter. Derrière, les politiques d'aménagement ne sont pas vraiment celles qu'on attend. On se rend compte que parmi les propositions, il pourrait y avoir une modification de la loi littorale, alors qu'on se bat pour la faire respecter aujourd'hui. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres aussi thématiques qu'on aurait aimé voir abordées qui n'ont pas été, qui n'ont pas du tout été abordées, notamment les problèmes de transport maritime, avec tout ce qui est avec les problèmes de marée noire, de dégazage, mais aussi des problèmes de traitement des vases portuaires. Tout ce qui est problématique d'érosion côtière, là aussi qui n'a pas été abordé du tout. En ce qui concerne les eaux de qualité de baignade, on parle de pollution diffuse, c'est-à-dire de pollution essentiellement agricole, mais on ne parle pas tellement de pollution chimique ou d'autres pollutions organiques. Donc là aussi, on se pose beaucoup de questions. On sait aussi que de grands sujets aujourd'hui qui doivent être traités. On ne s'attendait pas non plus à ce que tous les sujets qui nous tiennent à cœur soient abordés. On est quand même venu essayer de mettre un petit peu en valeur ces problématiques-là qui malheureusement... Tu penses que finalement, pour faire un constat un peu médiatique, le littoral malheureusement il est mis dans l'actualité quand il y a des marées noires et quand il y a des problèmes, et que là... pour le moment c'est calme, donc vous n'êtes pas trop intéressant, quoi. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une grosse actualité, mais est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que... Oui, c'est sûr que c'est assez porteur. Malheureusement, c'est dommage d'en arriver là pour aborder les problèmes essentiels, mais je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit là dans mon intervention, en fait, Jean-Louis Borloo nous parlait de développement durable et notamment d'une vision globale. Et le problème, c'est que on est un petit peu loin de cette idée-là,